Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les contacts préliminaires entre les leaders des mouvements séparatistes anglophones et le gouvernement camerounais suscitent de vives réactions, alors que le porte-parole du gouvernement soutient qu'il n'y a aucune négociation officielle en cours. Les opposants redoutent la duplicité et le manque de sincérité des pouvoirs publics à pouvoir accéder à un accord de cessez-le-feu avec les séparatistes. Ils exigent des conditions préalables et des garanties indispensables pour aboutir à une paix durable dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et devant ces allégations de violation des droits humains, l'armée camerounaise brise le silence et défend son honneur, jure fidélité devant les idéaux de paix, de sécurité et de développement. Le porte-parole du ministère de la Défense a été l'invité de l'émission La Vérité en face. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. Qu'est-ce qui explique les contre-performances des entreprises publiques au Cameroun? En envisageant d'ouvrir le capital d'entreprises publiques au secteur privé, le gouvernement reconnaît les difficultés de trésorerie et l'échec dans la gestion des entreprises publiques. Des économistes se prononcent sur l'état vital des entreprises publiques au Cameroun et font des propositions au moment où le gouvernement envisage d'ouvrir le capital au secteur privé. On en parle au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces images de la consternation d'une famille dans la région de l'Ouest, précisément dans le département de la Menoie, là où un enfant était porté disparu depuis plusieurs jours. Il a été retrouvé en état de putréfaction derrière un domicile à Fongotongo. Les circonstances de cette disparition restent inconnu jusqu'ici, mais ses proches soupçonnent un assassinat, un crime dont les mobiles restent également inconnus. Le récit des faits avec Leclerc Sakem. C'est en date du 9 mai 2000 que le jeune Nebou Kézan, 23 ans sonné, parti du domicile familial pour se débrouiller avec son engin à 2 roues, est porté disparu sans laisser aucun message à sa famille. Il est parti de la maison pour le travail très tôt le matin à 6 h. Comme il a l'habitude de regagner le domicile toujours au plus tard à 20 h. Jusqu'à plus de 20 h, il n'était pas encore à la maison. Sa maman a commencé à s'inquiéter jusqu'au lendemain, dimanche 10. Après des investigations sans résultat menées par les éléments de la brigade de Songotongo, le corps du disparu est découvert en ce mois de mai dans un état de putréfaction avancée. Il avait été tué et gardé près d'un cours d'eau dans cette broussaille. Son corps recouvert par des pailles dans son Songotongo natal. La population a informé dans le village que on ressent des odeurs pas très catholiques au niveau de côté. Je veux dire comme ça. Et puis la famille s'est déportée de ce côté et puis se sont mis à fouiller à travers les nez. Et c'est comme ça qu'on retrouve le corps déjà en décomposition. Entre-temps, quelques éléments mettent les enquêteurs sur la piste des meurtriers. Le téléphone du disparu, qui est désormais utilisé par l'un des membres du gang, et les indications données sur les personnes à qui des amis du disparu ont vu la moto dans la ville de Tchon quelques heures après sa disparition. C'est finalement au cours d'une transaction et la légalisation des papiers pour la vente de la moto dans la ville de Douala que le principal suspect dans cette affaire sera appréhendé, ainsi que 2 acheteurs par les forces de maintien de l'ordre, puis transférés à Fongotongo. Quand ils ont assassiné le gars, ils ont apporté sa moto, son téléphone, la facture de la moto et la carte d'identité. Arrivé à Douala, puis défaut, chanceleur, fait payer la moto par son patron à 250 000. Il lui avance 200 000. Mais lorsqu'il repart donc en brousse, il veut revendre lui-même la moto parce qu'il avait la pression de Roberto qui voulait tout prix avoir ses 100 000 le plus tôt possible. Pour aller maintenant se faire établir un secteur de vente. Roberto, par mégarde, veut sortir sa carte d'identité pour le mettre pour l'établissement du secteur de vente. Il sort plutôt la carte d'identité du défunt. Il y a donc confusion. On lui demande comment tu as la carte d'identité de quelqu'un d'autre et la facture de sa moto et sa moto. Qu'est-ce qui ne va pas? Tantôt il dit c'est son frère comme sanguin qu'il a envoyé vendre la moto. À certains il dit que son frère est mort, il veut vendre, c'est lui qui a hérité de la moto, il veut la vendre. La dispute déclenche, la brigade Ndongo intervient, donc on les interpelle, et ils sont gardés à vue, et on nous a signalé, on nous sont déplacés
pour aller les chercher. Selon les déclarations de ce membre du GAN, au nom d'un vieux défaut chancelin, 36 ans, ils étaient 3 au moment du crime. Les 2 autres alcooliques sont activement recherchés. Dans l'arrondissement de Garoua 3e, les populations doivent parcourir près de 10 km à pied pour étancher leur soif. Les promesses de construction des forages d'eau potable n'ont pas été concrétisées. Il a fallu attendre la coopération suisse afin que les populations espèrent enfin la construction et l'aménagement des forages d'eau dans l'arrondissement de Garoua 3e. Des précisions avec Amadou Daïrou, Olivier Tsefo et Ket Diarra. Le village Kismatari, situé dans le 3e arrondissement de Garoua, se meurt de soif. Ici, trouver la moindre goutte relève d'un véritable challenge, rendu plus difficile par la dureté du climat qui se veut sec. Pourtant, les populations vivent en majorité sur ces terres de la culture de rente, une activité désormais complexe à cause de l'absence d'eau. Quand il n'y a pas la saison pluvieuse là, nous n'avons pas de l'eau pour arroser nos légumes, nos maraîchères. On se débrouille seulement comme ça. On commence de décembre en janvier, février là. L'eau, il n'y a plus l'eau, donc on s'arrête comme ça. On manque de quoi faire. Pour avoir le précieux nectar, les riverains doivent parcourir de longues distances, près de 10 km, saut sur la tête, et cela plusieurs fois dans la même journée. C'est loin, hein? C'est loin. Tu fais 2 tours là, tu n'as plus de force pour revenir puiser. Et les 2 tours là, tu dois te débrouiller, utiliser ça un peu pour que ça ne finisse pas vite, pour attendre le lendemain ou quoi. Il existe bel et bien sur le territoire des forages destinés à les approvisionner. Sauf que la plupart du temps, ils sont secs. Et pour ce qui est des puits, ils souffrent d'un problème d'entretien. Beaucoup de petits villages quittent, boivent jusqu'à ce jour l'eau du puits. On ne rencontre dans certains villages que quelques races en forage. C'est pour tenter de remédier à ce problème que l'ambassade de la Suisse au Cameroun et le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, au travers la coopération Cameroun-Suisse, projettent d'équiper la localité dans les prochaines semaines de centrales solaires et de forages. Nous allons installer ici à Kismatari 100 kits solaires et également faire des centrales solaires, 2 grandes centrales solaires pour des systèmes de pompage d'eau. Ceci pour apporter des solutions, comme je disais déjà, en eau potable à la population, vu le déficit en eau ici. Et également, ça apportera comme ça des solutions pour l'agriculture et l'élevage, ainsi que le confort pour les différents ménages que nous aurons sélectionnés dans le cadre de ce projet. À terme, ce projet changera du tout au tout la culture de travail dans cette localité où les changements climatiques ont poussé les populations à travailler 3 mois sur 12. Elles pourront désormais le faire toute l'année et ainsi multiplier leurs revenus. Parlons à présent des infrastructures sportives. Le stade municipal de Nkonsamba est dans un état de décrépitude avancée. Les populations s'en plaignent, espérant pourtant que les autorités devraient intervenir afin d'aménager cet espace et cette aire de jeu pour le divertissement et le bien-être des populations. Reportage Cyril Djemba et Julingue Nyonde. L'exécutif municipal de Nkonsamba 2e, après sa prise de fonction arrosée de Youyou, n'a qu'à bien se tenir car il a du pain sur la planche. La municipalité fait face à un sérieux problème d'infrastructure sportive. Le stade municipal n'affiche pas fière allure. La broussaille a envahi cette aire de jeu, ainsi que les gradins. La toiture a pris un coup sous la pression des intempéries. C'est une déception pour la population de Nkonsamba. Une ville comme celle-ci qui a eu une grande équipe comme l'Aigle du Mungo, champion du Cameroun plusieurs fois, qui aujourd'hui n'a pas de stade. Pendant que les choses avancent, c'est comme si Nkonsamba allait plutôt à reculons. Et ce n'est pas normal. Je demande aux autorités, au gouvernement de penser aussi à nous, à Nkonsamba, parce que Nkonsamba est aussi dans le Cameroun. Et nous n'avons pas de stade, nous n'avons pas de route, nous n'avons presque rien de bon ici. Qu'un chef-lieu de département n'a pas un stade, c'est malheureux. Alors qu'un chef-lieu de département comme celui du Mungo devrait avoir un stade approprié, pourquoi pas. Imaginez-vous un peu si la Coupe d'Afrique des Nations se joint.
il y a des équipes qui pouvaient venir travailler en Konsamba. Pourquoi pas loger en Konsamba? Pourquoi pas s'entraîner sur le stade municipal de Konsamba? Je suis désolé, depuis là, vous voyez, c'est abandonné partout. Partout au Cameroun, les stades sont en chantier. Sauf Konsamba, nous ne savons pas pourquoi on nous a oubliés. D'après des sources locales, une enveloppe de 40 millions de francs CFA avait été allouée pour la réhabilitation de ce stade. Une entreprise aurait d'ailleurs entamé les travaux avant d'abandonner le chantier. Le stade a eu 40 millions. Si vous regardez ce que les infrastructures qu'on a fait, je ne sais pas. Vous regardez la tribune qui a pris, on a parlé de 40 millions. Et 40 millions, quand il pleut, personne n'est à l'abri d'une tribune qui a coûté 40 millions. Donc, nous, on aimerait qu'il y ait la transparence dans ce que l'exécutif communal fait. Plusieurs chantiers sont en souffrance dans le chef-lieu du département du Mungo. Les regards sont tournés vers l'autorité administrative. Dans le département du Mungo, les populations ont perdu le sommeil, notamment celles résidant en Banga, et pour cause, les pluies ont provoqué des inondations, lesquelles ont engendré d'importants dégâts matériels. Les populations crient à l'aide, déplorant une urbanisation galopante. À Mbanga, également les sérieux problèmes de canalisation des eaux de pluie. Reportage, Farel Bounia et Isabelle Carole Zoupet. De nombreux domiciles abandonnés par leurs occupants à cause des inondations. Nous sommes à Mbanga, dans le département du Mungo. Nous souffrons énormément ici. L'eau ne nous laisse pas. Regardez comment l'eau entre dans nos maisons. On ne sait plus quoi faire. Que le gouvernement fasse son travail avant que le pire ne se produise. Chaque fois que la pluie tombe ici, l'eau entre dans nos maisons et détruit tous nos biens. Vraiment, que le maire prenne ses responsabilités. À chaque tombée de pluie, toutes les principales voies d'accès, y compris la nationale numéro 5 Douala-Bafoussam, sont recouvertes d'eau. Se mouvoir est donc un véritable calvaire pour tous les usagers. Alors qu'elles doivent faire face aux conséquences de ces intempéries, les populations de Mbanga pointent du doigt le laxisme des autorités en matière d'urbanisation, car les constructions anarchiques et systèmes d'assainissement inadéquats seraient les principales causes de ces inondations dans cette localité, comme dans bien d'autres dans ce département. Le gouvernement de la République du Cameroun fait savoir que l'information diffusée dans les réseaux sociaux sur la tenue le 2 juillet 2020 des négociations entre une délégation gouvernementale et des séparatistes en instance de jugement n'est pas conforme à la réalité. Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à rechercher des solutions pacifiques à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, notamment par le dialogue. Il n'est par conséquent ouvert aux différents contacts, initiatives et propositions allant dans ce sens, dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Cameroun. Le gouvernement lance de nouveau un appel aux groupes armés pour qu'ils cessent les atrocités contre les populations civiles ainsi que la destruction des infrastructures de développement et répondre favorablement à l'offre de paix du chef de l'État, Paul Biya. Les forces de défense et de sécurité, dans le respect des règles de la République, continueront quant à elles à accomplir avec professionnalisme leur devoir de protection des citoyens et de leurs biens. C'est en substance un communiqué signé de René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Néanmoins, l'on note que jusqu'ici, des contacts préliminaires ont bel et bien eu lieu entre les leaders de mouvements séparatistes, leaders conduits par Sissikou Ayuktabe et une délégation du gouvernement camerounais. Au terme de ces différents contacts préliminaires, des opposants ont réagi. Ils redoutent la duplicité, le manque de sincérité des pouvoirs publics. Ces opposants, notamment le MRC, le SDF, exigent la mise en place des conditions préalables et des garanties indispensables pour conduire à un véritable cessez-le-feu et une paix durable dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans les rangs du RDPC, l'on estime que le chef de l'État et le gouvernement ont assez fait pour montrer leur bonne foi à vouloir se résoudre également cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, des résolutions pacifiques. Le regard croisé de la classe politique, c'est dans ce reportage que signe Flavien Valondongo.
L'appel au cessez-le-feu humanitaire partout dans le monde, qui est une idée onusienne, suscite des réactions au Cameroun. Des sources crédibles affirment que le gouvernement et des leaders sécessionnistes viennent de se rencontrer à Yaoundé pour rechercher la solution à la crise qui secoue les régions anglophones. Mais il faut dire qu'il faut qu'il y ait de la sincérité de part et d'autre. Parce que malheureusement, on a le sentiment depuis le début de la crise qu'il y a quand même une espèce de duplicité. On n'a pas vu une réelle volonté, pas seulement de la part du gouvernement, mais de part et d'autre, de pouvoir aboutir à une solution efficace. Il faut qu'il y ait de la flexibilité de part et d'autre. La flexibilité, c'est ce que recommande le Social Democratic Front. Une idée qui épouse des propositions déjà émises par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais non exploitées par le régime de Yaoundé, qui a laissé pourrir la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le professeur Maurice Kamto n'a fait que cela, des propositions pour sortir dignement de cette crise. Mais vous avez en face de vous un gouvernement d'incompétents qui ne savent même plus écouter et qui pensent qu'ils sont les plus intelligents, alors qu'ils ont toujours les mauvaises solutions aux véritables problèmes. Pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la prétendue rencontre de négociations entre le gouvernement et les sécessionnistes, qui semble certes louable, n'est pas d'actualité. Si elle était officielle, en ce moment, on aurait eu la sortie du représentant du gouvernement qui serait en train de dire là où en sont les négociations. Mais quand cela ne tienne, si cela est une ouverture, nous sommes d'accord d'avis avec cela. D'ailleurs que le président de la République a continué depuis cette crise à tendre la main. Si le parti au pouvoir refuse de penser à la tenue des premières négociations entre les deux camps, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'on estime que tout ça n'est que du dilatoire. Il y a eu des négociations qui étaient commencées du côté de Genève, mais à ma connaissance, aucun ministre n'a rendu cela public. Donc ils ont là de dissimuler même la vérité. Donc ce n'est pas nouveau. Le cessez-le-feu mondial initié par l'ONU est certainement une porte ouverte pour un début de solution dans la crise qui perturbe les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut qu'il y ait déjà la volonté des différentes parties à pouvoir sortir de la crise. Qu'il y ait de la sincérité de part et d'autre. Parce qu'il y a des conditions que vont poser chacune des parties, qui sont des conditions qui, de prime abord, sont inacceptables. Le parti au pouvoir, qui reconnaît que le ciel n'est pas clair dans les régions anglophones, cultive la lenteur qu'on lui connaît pour mendier la paix. Le Cameroun nous appartient, nous tous. Personne ne se contente de cette situation qui est en train de perdurer. Je vous dis encore, le gouvernement a toujours, avec le président de la République, resté la main tendue pour cette paix. Des acteurs politiques de l'opposition, comme du pouvoir, invités à droit de réponse, ne s'accordent pas sur la tenue ou non d'une rencontre entre le gouvernement et les leaders sécessionnistes. Et le gouvernement camerounais qui a indiqué qu'il reste ouvert à tout contact visant à prôner la paix et le retour d'une paix durable dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ces contacts préliminaires ont bel et bien eu lieu entre les leaders du mouvement séparatiste conduit par Sisikou Ayuk Tabé et le directeur chargé de la recherche extérieure pour représenter les autorités camerounaises. Alors que l'armée camerounaise reconnaît quelques bavures militaires, estimant que ce sont des cas isolés, elle revendique son caractère républicain et sa loyauté aux institutions de la République du Cameroun, estimant que le concept armée-nation doit se renforcer au regard des défis sécuritaires auxquels fait face le pays. L'armée camerounaise qui également estime qu'elle sanctionne les différents cas de bavure et de désertion observés dans ses rangs durant ces dernières années. Je vous propose d'écouter ce morceau choisi de l'intervention du capitaine de frégate ayant rang de colonel, Cyril Serge Atonfa-Guémo, qui est responsable de la communication du ministère de la Défense. Il était l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. L'armée est républicaine et légaliste. Cela dit, l'armée obéit aux hommes et aux femmes qui incarnent les institutions de la République, sur la base du mandat que le peuple camerounais leur a donné. Et à la tête de ces hommes et femmes, il y a le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, qui est aussi le chef des armées. Les hommes qui incarnent les institutions ont reçu mandat du peuple. Et donc, en étant loyal aux hommes qui incarnent les institutions, l'armée est loyale au peuple, puisque ces hommes ont le mandat populaire.
L'armée est un corps à l'intérieur de la société et à l'image de la société. L'armée n'a jamais eu l'intention ou prétendu qu'elle était blanche comme ce tissu. Nous avons nos brebis galeuses dans les forces de défense, comme dans toute la société, comme dans votre profession. Et nos brebis galeuses, nous les traitons. Lorsqu'il arrive, dans le cadre de l'exercice de leur mission, que des militaires commettent des exactions, ils sont poursuivis selon les lois et les règlements. Moi, j'ai tenu à apporter ici ce soir la Bible de la discipline dans les armées. Ça s'appelle le règlement de discipline générale. C'est un décret. C'est un décret. Et ce règlement de discipline générale prévoit que le militaire, en opération ou non, lorsqu'il a commis une faute, il peut être sanctionné sur le plan disciplinaire, indépendamment du plan pénal, indépendamment du plan administratif, indépendamment du plan statutaire. Le militaire est le seul citoyen dans ce pays qui, pour une même faute, alors même qu'il n'y a pas de cumul de peine pour les autres citoyens, peut être sanctionné à la fois sur les 4 plans, pour la même faute, indépendamment. Donc, nous avons des militaires qui passent en jugement pour des faits qu'ils ont commis dans le cadre du service. Parce qu'à un moment donné, ils se sont écartés du chemin qui est balisé. Quelle est la solution aux contre-performances des entreprises publiques au Cameroun en difficulté de trésorerie? L'éventualité d'une ouverture du capital au secteur privé est envisagée dans le sérail, mais le plus grand défi reste la lutte contre les mauvaises pratiques managériales, le manque d'orthodoxie budgétaire et également l'inexistence des objectifs de rentabilité financière. C'est le diagnostic en tout cas que font des économistes qui s'intéressent à cette nouvelle piste explorée au sein du gouvernement pour le budget programme sur les années 2021 jusqu'à 2023. Évocation avec Donald Brice Kamgan. L'état des lieux fait presque l'unanimité. Les entreprises publiques au Cameroun sont loin des objectifs de performance et de résultats attendus d'elles. Bon, on va dire que pour le cas de la Sonara, il y a eu quelques problèmes d'ordre structurel. Il y a eu également des accidents, il y a eu des conjonctures qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui, ils ne sont pas, n'est-ce pas, à leur niveau optimum d'opérationnalité. Il reste quand même qu'on peut questionner le management, n'est-ce pas, de plusieurs entreprises publiques aujourd'hui. Une entreprise comme la société EDC, aujourd'hui, on peut questionner EDC. Ses objectifs, les missions qui lui sont assignées. Au cours d'un conseil de cabinet spécial tenu il y a une semaine, le chef du gouvernement a demandé au ministre des Finances d'identifier les entreprises publiques dont le capital pourrait être ouvert au privé. Le secteur privé, symbole de la culture des résultats, la reddition des comptes, une gouvernance plus stricte. Ce partenariat envisagé suppose que les règles en vigueur dans le secteur public camerounais changent drastiquement, ce qui sous-entend une vraie révolution aux yeux de Prota Yarma. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de conditions. Je ne sais pas si l'État est prêt à se soumettre à cette discipline-là. Cela signifie qu'il n'y a plus de tutelle, il n'y a plus d'interventionnisme de la tutelle ou du ministère et que, par exemple, le directeur général est recruté après appel à candidature. Ça signifie que le président du conseil d'administration est nommé par le conseil d'administration, pas par un décret. Les avantages pourraient être, entre autres, comme l'explique le gouvernement, de soulager le trésor public et de booster les performances des sociétés publiques. On va renforcer l'efficacité de suivi et de contrôle. Vous doutez bien que personne ne va mettre son argent et aller ronfler à la maison. Mais quelles sont les capacités financières du secteur privé dans un contexte de rareté des ressources? Prota Yarma pense que tout dépend de la fiabilité des propositions du gouvernement. Il suffit tout simplement que les conditions soient réunies, que les particuliers soient convaincus du modèle qui est proposé, qu'ils soient sûrs de la gestion de la bonne gouvernance et vous allez voir l'épargne privée, n'est-ce pas, se mobiliser. Le ministre des Finances est chargé d'identifier les entreprises dont les capitaux pourraient être ouverts au privé, mais la commission technique de réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques a estimé en 2019 que la Sonara, la Campos, Cameco entre autres, avaient besoin d'apports privés pour améliorer leur performance.
Vous n'avez peut-être pas oublié cette dame sous-préfet qui s'était fait remarquer lors d'une altercation avec un professeur de philosophie au lycée d'Ayos. À la faveur d'un décret présidentiel, elle vient d'être mutée à la tête de l'arrondissement d'Ebebda avec une lourde mission d'œuvrer à la réduction des conflits conjugaux, litiges fonciers, sans oublier l'insalubrité qui dicte leur loi à Ebebda. Évocation avec Charles Milingui et Marcelin Gansop. C'était le mercredi 22 janvier dernier. Sandrine Mireille Ngombe et Steve Ondoa, professeurs de philosophie, se donnaient un spectacle au lycée bilingue d'Ayos lors d'une descente sur le terrain qui avait mal tourné entre la chef de terre et l'enseignant. Plus de 5 mois après cet incident qui a suscité une vague d'indignation, la chef de terre quitte l'arrondissement d'Ayos dans le Nyon et Foumou pour déposer ses valises à Ebebda dans le département de la Léquié. Un arrondissement traversé par la nationale numéro 4, Yaoundé-Bafoussam, mais qui accusait un grand retard de développement. Tenez, le réseau routier, y compris celui du centre urbain, est dans un piteux état. À titre d'illustration, les routes qui mènent à la sous-préfecture et au lycée de la ville imposent une gymnastique à nul autre pareil aux usagers. Même s'il n'est pas attendu d'elles qu'elles fassent des miracles, les populations n'expriment pas moins leurs attentes par rapport à l'arrivée de la nouvelle représentante du chef de l'État dans les localités. Nous avons espoir que cette fois-ci au moins le développement des Bebda va décoller parce qu'on nous a envoyé une femme de pointe. Nous attendons qu'elle ait un regard sur les routes, qu'elle ait un regard sur l'assiduité des fonctionnaires qu'on envoie à Bebda, qu'elle ait un regard sur toute l'administration générale à Bebda. En matière d'insalubrité, je crois qu'elle va amener son coup de pouce féminin qui aime la propriété. En l'installant dans ses fonctions, le préfet de la Léquié a insisté sur 2 faits majeurs qui font perdre le sommeil aux autorités administratives à Ebebda, à savoir les conflits conjugaux et les litiges fonciers. Violence conjugale, adultère, parenté irresponsable et autres mots du même acabit sont autant d'affaires que, pour des raisons économiques ou de proximité, les populations évitent le juge judiciaire pour solliciter l'arbitrage de l'autorité administrative. Vous aurez accusé dans votre trésor d'imagination pour apporter des solutions durables à ces problèmes, trop souvent rendus complexes par l'absence d'actes de mariage, de naissance ou de décès. Pour ce qui est des conflits fonciers, vous verrez à prendre du recul pour examiner toute affaire en toute objectivité et transparence, n'hésitant pas chaque fois qu'il le faudra à descendre sur le terrain, vous par vous-même, ou à vous faire représenter exclusivement par votre adjoint. Chaque solution devra tirer sa source des lois et règlements en hauteur, en s'assurant que les enfants de sexe féminin sont autant qualifiés que ceux de sexe masculin pour hériter des terres laissées par leurs parents. La chef de terre est consciente des nombreux défis à relever. Elle a particulièrement sa petite idée sur la problématique de l'insalubrité et de l'établissement des actes d'état civil. Il sera ici nécessaire d'intensifier cette campagne en synergie avec le nouvel exécutif communal. Le jeudi propre devra être obligatoire compte tenu des problèmes des actes de naissance. Je crois qu'il sera nécessaire d'apporter un travail important au niveau des mairies afin de prévoir des campagnes de sensibilisation pour l'obtention des différents actes d'état civil. Créé en 1992, à la suite de l'éclatement des arrondissements de Sa et de Monatélé, c'est la première fois qu'une femme est nommée sous-préfet à Ebebda. Sandrine Mireille Ngombe doit imprimer sa marque. Les populations attendent beaucoup d'elle. Après plusieurs années d'attente et de dur labeur, plus de 350 avocats, dont 23 venus de l'étranger, admis au concours de sortie d'examen de fin de stage, ont prêté serment ce jour. C'était au cours d'une audience solennelle tenue à la Cour d'appel du Littoral. Ils ont été appelés à œuvrer avec efficacité et dignité au renforcement de l'état de droit au Cameroun et à défendre et plaider les dossiers qui leur seront soumis en toute indépendance. Un hommage spécial a été rendu aux avocats décédés, dont Maître Bernard Mouna, ancien bâtonnier qui a vu la récente promotion être rebaptisé en son nom pour l'immense travail au sein du barreau du Cameroun. Les avocats nouvellement inscrits sur le tableau de l'ordre des avocats du Cameroun se disent conscients des défis et enjeux qui les attendent. Je vous propose d'écouter quelques-uns de ces avocats nouvellement admis au sein du barreau du Cameroun. C'est un énorme soulagement. Énorme soulagement parce que le parcours aura été long et périlleux.
5 ans. Ce n'est pas facile. Vous avez écouté tout à l'heure les plaidoiries de M. le bâtonnier, de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun, et même les réquisitions du procureur général près la cour d'appel du littoral, qui a dit qu'il remonte que cette cuvée est l'une des meilleures que le barreau n'ait jamais connue. Nous sommes conscients des enjeux depuis au moins 5 ans, cela veut dire la date de la première prestation de serment, parce que ces enjeux ne vont pas se tasser parce qu'aujourd'hui on est au grand tableau. Mais ils s'affirment davantage parce que vous savez, l'avocat a 2 fonctions principales que sont la défense et le conseil. Et ces fonctions devraient ou doivent être exercées dans le respect des règles de l'art. Je mesure la grandeur des enjeux qui nous attend actuellement. Nous venons là d'accéder à une profession noble. Une profession qui est désormais appelée à aider la justice, à être un auxiliaire digne de la justice, à contribuer à la production des décisions judiciaires de qualité, pour finir à contribuer au bâtiment de l'état de droit au Cameroun. C'est la mission actuelle d'un avocat. Et nous sommes fiers de l'être. Nous sommes fiers de défendre les citoyens, de défendre les libertés des citoyens. Nous sommes fiers de défendre la veuve et l'orphelin. C'est ça notre mission. Permettre à ce que la justice soit rendue avec équité et avec égalité aussi. Parce que c'est ces 2 termes-là qui entrent dans la construction de l'état de droit. Aujourd'hui, l'avocat est au centre de la société. C'est cet avocat-là qui est aujourd'hui le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Et c'est ce que j'entends avec la détermination et dans le respect justement des règles de ma profession, défendre les intérêts justement des personnes. C'est un chemin très facile, ce n'est pas au premier venu. C'est un chemin qui est réservé vraiment aux personnes patientes, aux personnes compétentes, aux personnes également qui ont de la témérité. Parce que sans la témérité, vous voyez tout le traquenard que vous subissez avant d'être avocat. Ce n'est pas aisé, mais je ne peux que dire merci au Seigneur parce que voyez-vous, c'est de lui que nous recevons l'être et le vivre. C'est un chemin très facile, ce n'est pas au premier venu. C'est un chemin qui est réservé vraiment aux personnes patientes, aux personnes compétentes, aux personnes également qui ont de la témérité. Parce que sans la témérité, vous voyez tout le traquenard que vous subissez avant d'être avocat. Ce n'est pas aisé, mais je ne peux que dire merci au Seigneur parce que voyez-vous, c'est de lui que nous recevons l'être et le vivre. Et parmi les avocats de renommée internationale qui s'illustrent à travers le monde, il y a cet avocat français, Éric Dupond-Moretti, maîtrisant les couloirs de la justice internationale et camerounaise. L'avocat français de Maurice Kamto ayant dénoncé sa détention de son client en 2019, il vient d'être nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux en France. Il fait partie des 4 nouvelles figures qui intègrent le gouvernement Castex qui vient d'être nommé en France. Et Jean-Yves Le Drian qui conserve le portefeuille des affaires étrangères et de l'Europe. 4 nouvelles figures qui font leur entrée après un remaniement ministériel intervenu en France dont la liste a été dévoilée en fin de journée ce lundi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Antou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, on va revenir sur ce communiqué du ministre René Emmanuel Sadi. Pas de négociation entre le gouvernement et les forces séparatistes. Selon le porte-parole du gouvernement, l'information diffusée sur les réseaux sociaux faisant état de négociations ne reflète pas la réalité. Pour autant, le gouvernement dit qu'il reste ouvert à tout contact permettant d'aboutir à un cessez-le-feu et à une résolution pacifique de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le ministre René Emmanuel Sadi réitère la position du chef de l'État du Cameroun qui a lancé un appel pour que les groupes armés déposent les armes et puissent suivre la voie tracée par le président de la République. Equinox précise dans cette foulée qu'il y a eu des contacts préliminaires entre Sisikou Ayuk Tabé
8 autres leaders du mouvement séparatiste anglophone et une autre délégation camerounaise conduite par le directeur en charge de la recherche extérieure de la Direction générale de la recherche extérieure, Léopold Maxime Eko, contact préliminaire en vue de préparer un accord de cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel et qui en sera deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.